Derrière le décès d'Elisa Lam se cache une véritable énigme qui a fait des nœuds dans la tête des enquêteurs pendant 6 ans. Il y a eu des milliers de théories, d'hypothèses, de conspirations autour de cette mort étrange. Certains pensaient qu'elle jouait un jeu d'ascenseur, essayant de passer dans des univers parallèles. D'autres croient qu'Elisa était possédée par des forces spirituelles, fantasmant sur un crime abominable ou même qu'elle était possédée par un esprit ou qu'elle a été contactée par des êtres d'un autre monde. Plus rien n'était rationnel. Elisa était une jeune fille au potentiel illimité. Cette Canadienne était passionnée de mode et tenait un blog sur lequel elle mettait des photos de mannequins et rédigeait des articles sur les dernières pièces en tendance. Au fil des années, elle a utilisé son site pour évoquer sa lutte contre les maladies mentales. En réalité, Elisa était bipolaire et souffrait de dépression. Elle était donc très sensible et si ça se ressentait dans les écrits, elle avait une plume vive et intelligente. Mais au quotidien, sa vie était beaucoup plus compliquée, notamment à l'école qu'elle manquait souvent. Pour réguler ses sautes d'humeur appelées manie ou hypomanie, Elisa prend plusieurs médicaments et des stabilisateurs d'humeur. Elle décrit avec honnêteté sa maladie sur son blog et fait part de toutes ses réflexions et ses idées sur la psychologie, l'émotion et l'esprit humain. Puis un jour, elle décide de changer de blog et annonce qu'elle ouvre un nouveau Tumblr. Dans son Tumblr, on trouvait souvent des images sombres et mélancoliques. En regardant son site, on comprend qu'Elisa a toujours eu une profonde tristesse en elle et que son esprit était très tourmenté. Mais pendant la majeure partie de sa vie, Elisa a réussi à vivre sans problème. Elle n'a jamais montré aucun signe de détresse et n'a jamais représenté un réel danger, ni pour elle ou pour les autres. Mais en 2013, pendant ses vacances d'été, vous allez voir que tout va changer. En décembre 2012, Elisa écrit un article dans lequel elle mentionne pour la première fois son désir de voyager sur la côte ouest. Elle aimerait beaucoup quitter son université de la Colombie-Britannique pour intégrer une école de mode à Santa Clara en Californie. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dû sûrement à sa maladie, Elisa était une personne plutôt impulsive et parfois imprudente. Une semaine plus tard, elle réserve son vol pour la côte ouest et rédige un message de départ sur son Tumblr. Elle parle de ses préparatifs et invite ses lecteurs à la rencontrer sur place. Puis quelques jours avant son départ, elle perd son téléphone et rédige un nouvel article très sombre dans lequel elle explique qu'elle vient de se créer un nouveau profil Facebook pour la 5e fois à cause de sa paranoïa. Elle ajoute qu'elle se sent très mal et qu'elle espère que son road trip sur la côte ouest lui fera du bien. Puis le 18 janvier, elle part de Vancouver pour rejoindre San Diego, avec un vieux Blackberry que lui a prêté un de ses amis pour le voyage. C'était la première étape de son voyage. Un soir, alors qu'elle est dans un speakeasy avec ses amis, elle perd encore le portable de son ami. Elle s'en rend compte le lendemain alors qu'elle doit prendre l'avion pour Los Angeles. Quand elle arrive sur place, elle book un petit hôtel bon marché, le Cecil. Au bout de 2 jours, ses voisins de chambre se plaignent de son comportement étrange qui les dérange toute la nuit. La réception la transfère alors dans une chambre au 5e et dernier étage afin qu'elle ne perturbe pas les autres clients. Elisa passe à son séjour à Los Angeles seule. Mais comme elle était aussi très extravertie et sociable, elle va souvent vers les autres. Elle rencontre notamment une certaine Katie dans une librairie. Les 2 filles ont discuté d'un livre qu'Elisa voulait acheter, mais elle hésitait car elle repartait le lendemain pour la suite de son périple et ne voulait pas trop se charger. Katie sera la dernière personne à voir Elisa le 31 janvier. Même si elle avait perdu son téléphone, Elisa appelait tous les jours ses parents pour leur donner des nouvelles. Mais pendant plusieurs jours sans nouvelles, ses parents ont décidé de prendre un avion pour Los Angeles et d'aller voir la police pour signaler sa disparition. Pendant 1 mois, ils ont fouillé le Cecil et ratissé le quartier. Même les chiens n'ont pas réussi à localiser son odeur. Il n'y avait aucune trace de leur fille. Mais où était donc passée Elisa? Sa chambre était très bien rangée, il ne semblait pas y avoir eu d'altercation. Pour faire avancer l'enquête, la LAPD, la police municipale de Los Angeles, lance un avis de recherche publique pour inviter les citoyens à être attentifs. Puis la police reçoit un enregistrement de vidéosurveillance de l'ascenseur de l'hôtel datant du 1er février. On voit Elisa appuyer plein de fois sur tous les boutons et adopter un comportement étrange. Elle sort ensuite rapidement la tête dans le couloir et regarde des 2 côtés, avant de retourner dans l'ascenseur et de se plaquer contre le mur, puis dans le coin, comme si elle évitait quelqu'un de l'extérieur.
que faisait-elle? La vidéo est un peu granuleuse et du coup, il est impossible de lire sur les lèvres de Lisa. Mais c'est pourtant la preuve la plus utile que détiennent les autorités. De nombreuses théories ont été avancées suite à cet enregistrement. Mais Elisa semble réagir à quelque chose d'imperceptible. Est-ce que Elisa sort de l'ascenseur avec le sentiment d'être suivie? À qui parle-t-elle? Il est impossible de voir clairement ce qu'il se passe dans cet ascenseur. Ses premiers mouvements pourraient laisser penser qu'elle se cache d'une autre personne, mais ses coups de pied aléatoires et son comportement dans la seconde partie de la vidéo n'ont tout simplement aucun sens. Sans plus d'indices, les recherches touchent à leur fin, laissant de nombreuses questions en suspens. Puis presque un mois après sa disparition, plusieurs clients se plaignent à l'hôtel qu'il y a une odeur étrange dans l'eau et qu'il n'y a pas assez de pression dans les robinets. Un responsable monte alors sur le toit pour inspecter le système d'eau et il ne s'attendait certainement pas à découvrir un réservoir ouvert. Il se penche et découvre le corps nu d'Elisa flottant. Ses vêtements sont également présents dans le réservoir d'eau, découverts dans une particule sableuse avec ses clés et sa montre. L'hôtel ferme ses portes. Les médecins légistes auscultent le cadavre d'Elisa et déclarent qu'il s'agit d'une mort accidentelle par noyade provoquée par une crise de son trouble bipolaire, sans lien direct avec la cause immédiate du décès. Mais cette histoire avait fait beaucoup de bruit et personne n'a voulu croire à l'expertise du médecin, fantasmant sur un crime abominable ou même qu'elle était possédée par un esprit ou qu'elle a été contactée par des êtres d'un autre monde. Il y a eu de nombreuses hypothèses laissant penser qu'il y avait une véritable théorie du complot concernant sa mort. Certains pensaient qu'elle jouait un jeu d'ascenseur, essayant de passer dans des univers parallèles. D'autres croient qu'Elisa était possédée par des forces spirituelles, qu'elle a rencontré des phénomènes paranormaux. La mort d'Elisa est devenue une énorme enquête pour les amateurs de science-fiction. Plus rien n'était rationnel. Certains ont même fouillé les archives de l'hôtel Cecil et ont observé qu'en plus de son taux élevé de criminalité, à cause du trafic de drogue et des gangs, l'établissement avait une sorte de malédiction. La légende raconte que l'hôtel compte un certain nombre de meurtres et de suicides. Par exemple, en 1985, un tueur en série, Richard Ramirez, plus connu sous le nom de Night Stalker, était client de l'hôtel alors qu'il était en train de commettre les meurtres de 13 femmes. Quelques années plus tard, un autre suspect d'homicide, Jack Untoviga, a séjourné dans l'hôtel. Il a même abrité une autre affaire non résolue, celle de Pigeon Goldie Osgood, une ancienne opératrice téléphonique dont le corps mutilé a été découvert dans sa chambre. Au-delà de toutes ces affaires morbides, l'hôtel a abrité de nombreuses personnes suicidaires ou dépressives qui ont sauté du toit. Alors l'hôtel était-il maudit? Malheureusement, on ne peut pas affirmer que la mort d'Elisa est liée à ces légendes. Elisa était quelqu'un de très angoissé. Sur son site, pendant son voyage, elle expliquait souvent qu'elle avait peur qu'un homme la séquestre ou lui fasse du mal. Et ça, pour la police, c'est une explication beaucoup plus plausible. A-t-elle été suivie pendant son séjour à Los Angeles puis assassinée et placée dans la cuve d'eau? À cause de sa maladie, Elisa savait qu'elle pouvait se retrouver dans des situations de danger, car elle n'avait pas sa langue dans sa poche et elle savait que ça pourrait lui causer de gros ennuis un jour. Dans un article, elle écrivait à cœur ouvert qu'elle avait du mal à connaître ses limites et qu'elle faisait souvent des choses stupides. Elle disait qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de commettre toujours les plus grosses erreurs au pire moment possible. Elisa avait-elle donc refait des siennes en blessant quelqu'un qu'il ne fallait pas énerver? S'était-elle retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment? Les médecins n'étaient pas vraiment d'accord avec cette théorie. Pour eux, il est plus que clair qu'il ne s'agit pas d'un homicide car il n'y a aucune ecchymose, ni le moindre signe de violence. En plus, tous ses effets personnels ont été retrouvés, à l'exception de son téléphone portable, perdu depuis longtemps, ce qui écarte très clairement la théorie d'un vol. Et les témoignages des employés de l'hôtel sont tous concordants. Elisa était totalement seule et ne montrait aucun signe de lutte ou de détresse au quotidien. Les caméras n'ont pas non plus montré de suspect à proximité au moment de l'enregistrement dans l'ascenseur. Il n'y avait donc aucune preuve confirmant les théories d'un meurtre. Mais si c'est un accident comme c'est écrit dans le rapport, comment Elisa a-t-elle pu accidentellement monter sur un énorme cylindre, découvrir qu'il s'agit du réservoir d'eau, soulever un couvercle incroyablement lourd et se jeter dans l'eau sombre? C'est vraiment très bizarre. Les rapports toxicologiques prouvent d'ailleurs que ce jour-là, Elisa avait pris uniquement un seul médicament, le bupropion, connu pour parfois provoquer une manie dans les troubles bipolaires. Elle n'avait pas pris ses stabilisateurs d'humeur ni son antipsychotique depuis plusieurs jours. Le rapport précise également qu'elle n'était pas sous emprise de drogue ou d'alcool, qui aurait pu expliquer son comportement étrange dans l'ascenseur ou qui l'aurait incité à grimper dans les réservoirs d'eau. La théorie la plus plausible reste donc qu'Elisa a souffert d'un épisode maniaque en raison de ses troubles bipolaires et qu'elle a découvert, en suivant les sorties de secours, l'un des 4 points d'accès d'eau de l'hôtel qui ne possède pas de couvercle.
Pour ceux qui l'ignorent, la manie sévère peut inclure des symptômes psychotiques, tels que des hallucinations, des délires, de la paranoïa, de la catatonie et un manque de discernement. En gros, c'est comme si vous étiez complètement désorienté, mais qu'en même temps, vous étiez focalisé sur un objectif très précis. En l'occurrence, c'est peut-être pour ça qu'on voit Elisa appuyer sur tous les boutons, comme si elle avait un itinéraire bien défini en tête. Les symptômes de la manie comprennent également une agitation psychomotrice qui se manifeste par des mouvements et des comportements répétitifs, dénués de but ou involontaires. Ça peut donc être des mouvements des mains, des déambulations, mais aussi des déshabillages répétés. Ces 3 comportements ont d'ailleurs été observés dans l'enregistrement d'Elisa. Certains docteurs pensent que sa crise n'est pas uniquement due à l'irrégularité de sa prise de médicaments, mais comme elle était loin de son petit confort, de sa famille depuis un moment et qu'elle n'avait pas un téléphone à disposition tout le temps, le manque de communication a pu déclencher cet épisode maniaque. Comme je l'ai dit, Elisa voyageait seule et elle n'a jamais été habituée à un tel isolement. Et ça aussi, ça aurait pu déclencher la manie. Et si l'on regarde de plus près, un cas similaire a été observé au Mexique. Un homme, qui était bipolaire, lui aussi s'est donné la mort par noyade après avoir plongé dans les profondeurs d'un réservoir d'eau industriel similaire. Cette personne, dès qu'elle était en crise maniaque, cherchait des plans d'eau. Quand il était stabilisé en revanche, il n'a jamais eu envie de fuir et n'a jamais manifesté d'attrait pour l'eau. Le rapport du médecin semble donc être le bon. Elisa est décédée accidentellement par noyade en tant que conséquence indirecte du trouble bipolaire. Et même si les gens ne veulent pas accepter qu'Elisa souffrait à ce moment d'hallucination due à un trouble bipolaire, la police a bouclé l'enquête en s'accordant avec les médecins. Et finalement, seule Elisa sait réellement ce qu'elle a vu et ce qu'elle a ressenti le jour de sa mort. C'est vraiment triste de se dire que pendant les semaines qui ont précédé sa mort, Elisa était déprimée et en pleine crise identitaire. Dans ses articles sur son Tumblr, on comprend qu'elle était très consciente de sa dépression et qu'elle n'arrivait pas à canaliser ses émotions. Elle a bien admis en ligne qu'elle pouvait sentir qu'elle penchait vers des tendances impulsives et imprudentes, ce qui, après coup, est un signe aussi de manie potentielle. Les environs inconnus de Los Angeles, combinés à une éventuelle insomnie et à une absence de médicaments appropriés, ont accentué sa confusion et sa manie progressive. Il faut bien comprendre dans cette histoire qu'il n'y a pas un seul facteur déterminant qui a conduit à la mort tragique d'Elisa. Cette histoire prouve qu'il faut arrêter la stigmatisation des troubles mentaux pour aller vers une meilleure compréhension de ces maladies. Cette histoire montre aussi qu'il est parfois plus compliqué d'accepter les explications les plus simples plutôt que celles qui sont sensationnelles. Et vous, dites-moi en commentaire, êtes-vous d'accord avec le rapport de l'enquête ou doutez-vous de cette conclusion rationnelle ?